parce que ça me faisait rêver de pouvoir voyager là-bas. Probablement la façon la plus facile, c'était de faire un doctorat à l'époque. Et c'est comme ça que j'imaginais pas une seconde continuer dans la recherche. Et j'ai été piqué par ce virus, comme ça arrive pour des gens qui passent par là. Et depuis, j'ai pratiquement jamais lâché la recherche, sauf un détour en entreprise pour créer une start-up pendant une dizaine d'années. Oui, c'était en 2001 et cette entreprise s'appelait Let It Wave. Vous y avez travaillé sur la compression d'images et sur la résolution d'images pour les téléviseurs haute définition qui sont aujourd'hui notre quotidien à tous, la HD, et vous travaillez sur ces sujets au sein de cette entreprise. Voilà, donc ça c'est parti d'un résultat de maths, d'un théorème de maths qui a été développé avec des étudiants et on avait ce rêve de prendre ce résultat et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à potentiellement une application dans la vraie vie, comme les gens appellent ça parfois. Et donc au départ on a imaginé faire de la compression, puis ils sont arrivés les écrans plats partout dans les magasins. Et à l'époque, ça marchait assez mal parce que les images qui étaient montrées étaient des images de basse définition, de mauvaise qualité. Et donc le problème, c'était comment est-ce qu'on peut prendre des images comme ça et d'augmenter la qualité. Et un peu la beauté des maths, c'est que le résultat de maths n'avait au départ rien à voir avec ça, mais il se trouve que ça s'appliquait aussi à ça. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'électronique et on est devenu une société de semi-conducteurs. Et puis vous êtes revenu à la recherche. Aujourd'hui, ce qui vous anime, c'est le travail sur les propriétés mathématiques des algorithmes, notamment ces fameux algorithmes d'apprentissage, le deep learning, on va en parler. Et puis plus largement, finalement, c'est aussi toujours de porter un regard mathématique sur le monde. C'est comme ça que vous voyez un peu ce qui vous guide dans votre travail de recherche. Oui, parce que peut-être je l'illustrerai au cours de ma conférence. Vous verrez que quand bien même on peut s'intéresser à des problèmes d'apprentissage liés à l'intelligence artificielle, en fait, on retrouve des problèmes beaucoup plus génériques qui apparaissent en physique, qui peuvent apparaître en linguistique. Et encore une fois, c'est un peu le rôle des maths de faire cette espèce de pont, d'extraire un peu la nature profonde du problème. Et donc, j'essaye de travailler simultanément sur des problèmes très différents pour pouvoir voir où émergent les mathématiques. Alors, le temps est venu de notre séquence de quiz. Idées reçues, des questions pour un peu tester vos connaissances et ça vous permettra, vous allez le voir Stéphane, aussi de mesurer le niveau de connaissance, d'information générale du public. Et d'habitude, on a plutôt un bon niveau et je pense qu'on ne sera pas déçus ce soir non plus. Alors, vous avez tous vos cartons bleus et orange. J'ai ouï dire qu'il manquait quelques cartons orange. Alors, d'accord, donc ça sera bleu ou orange ou bleu et blanc. Très bien. Alors, à la différence des autres forums auxquels vous avez participé, il ne s'agira pas de répondre par oui ou par non, mais de choisir entre deux réponses possibles. Et pour chaque réponse, une couleur y correspondra. 5 questions à suivre. Première question. Le champion du monde du jeu de Go est un algorithme d'intelligence artificielle. Comment apprend-il? Carton bleu en mémorisant de nombreuses parties, carton orange ou blanc en jouant tout seul. Donc bleu en mémorisant de nombreuses parties et orange en jouant tout seul. C'est très divisé. Assez divisé, mais j'ai quand même l'impression que le bleu est un peu plus présent. Donc on va dire que majoritairement, le public pense en mémorisant de nombreuses parties. Est-ce le cas ou pas, Stéphane? Non, c'est en jouant tout seul. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. Il joue contre lui-même et petit à petit, le jeu évolue et c'est comme ça qu'il devient champion du monde. Deuxième question. Quelle est la base du développement actuel de l'intelligence artificielle? Réponse bleue, la logique. Réponse orange ou blanche, les statistiques. Bleu, la logique. Orange, les statistiques. Orange ou blanc? Il me semble voir plus de orange et de blanc, donc plutôt les statistiques. Le public a-t-il raison, Stéphane? Alors oui, comme on le verra, historiquement, c'était la logique, mais ce qui a vraiment donné l'explosion de l'intelligence artificielle au cours des 10 dernières années, ce sont les statistiques, c'est l'analyse de données.
Très bien. Troisième question. Combien de neurones faut-il pour constituer le meilleur réseau pour la compréhension de la parole? Bleu, 100 milliards. Alors, j'ai compté pour vous aider parce que pour moi, passer un certain, un certain nombre de zéros, ça devient compliqué. Donc 100 milliards, c'est 1 plus 11 zéros. Donc bleu, 100 milliards ou orange, 1 trilliard. Alors, 1 trilliard, c'est un 1 plus 21 zéros. Donc combien de neurones? Bleu, 100 milliards, orange, 1 trilliard pour la compréhension de la parole. J'ai l'impression que c'est très divisé là. 100 milliards, 1 trilliard, tout paraît immensément grand. La moralité, c'est que c'est immensément grand. C'est 100 milliards, effectivement, ce qui est un nombre complètement astronomique. Et ça demande, vous pouvez imaginer, énormément de données pour entraîner une structure comme ça. Oui, c'est immensément grand, c'est exactement ça. Quatrième question. Qui a l'apprentissage le plus efficace à partir d'une information minimale? Réponse bleue, un très grand réseau de neurones, je viens de l'évoquer à l'instant. Réponse orange ou blanche, un bébé. Qui a l'apprentissage le plus efficace à partir d'une information minimale? Bleu, un très grand réseau de neurones. Orange ou blanc, un bébé. J'ai l'impression que le public fait confiance à l'humain. Oui. C'est pas mal, non? Oui. Stéphane. Et en l'occurrence, vous avez raison. Actuellement, ces systèmes sont d'une certaine manière très inefficaces. Ils demandent énormément d'exemples, énormément de données, alors qu'un bébé fait beaucoup mieux. Et c'est ça qui est intéressant, l'infiniment grand d'un côté et puis l'information minimale où là, on ne sait pas faire mieux que l'homme. C'est-à-dire, s'il vous faut rencontrer un lion 1 millier de fois pour le reconnaître, vous risquez de ne pas survivre très longtemps. Très bel exemple. Dernière question. Qui, actuellement, reconnaît le mieux les visages? Bleu, un réseau de neurones, encore eux, ou orange, un humain physionomiste. Donc la reconnaissance des visages. Bleu, un réseau de neurones, orange, un humain physionomiste. Très divisé. C'est très divisé, Stéphane. En l'occurrence, là, c'est un réseau de neurones. Les réseaux de neurones sont, parce que vous avez actuellement des stockages, en tout cas pas dans tous les pays, parce que heureusement en Europe il y a des limitations, mais dans des endroits comme la Chine, l'URSS, il n'y a pas de limitation. Et ces réseaux de neurones voient des quantités totalement astronomiques de visages, voire les visages de tous les Chinois, et donc un nombre d'exemples bien supérieur à ce que vous ne verrez jamais au cours de votre vie ou un physionomiste, si bien que ce sont maintenant des systèmes extraordinairement efficaces pour reconnaître, malgré toutes les variations de l'âge, le chapeau, les lunettes, etc. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, moi j'ai passé la frontière aux États-Unis là aujourd'hui, on ne demande plus d'enlever les lunettes, alors qu'avant on vous demandait d'enlever les lunettes avant de prendre la photo. Eh bien, merci Stéphane pour cette mise en bouche avec ces quelques questions qui, les réponses nous seront utiles pour bien comprendre aussi votre conférence. Donc on se retrouve vers 21h10 à peu près pour le jeu des questions et réponses. Bonne conférence à vous toutes et tous. Donc, ce sera le sujet de la conférence. L'intelligence artificielle est-elle plutôt logique ou géométrique? Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est à la fois vous donner une idée de ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais aussi de ce que c'est que faire des mathématiques dans ce domaine et pourquoi est-ce que avoir un regard mathématique sur des problèmes comme ça, c'est quelque chose aussi d'important. Alors, ce que j'ai mentionné au cours de cette question, c'est que initialement, l'intelligence artificielle était essentiellement basée sur la logique, la symbolique. C'est né notamment au MIT, un des grands noms, McCarthy, c'était dans les années 50. Et l'enjeu, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire une représentation du monde à partir de symboles, de propositions logiques, et puis d'inférer de nouvelles informations à partir de ça. Et
Typiquement, le genre de problème que les gens voulaient pouvoir résoudre, c'est par exemple des problèmes d'échec ou de l'expertise, voire être capable de manipuler du langage. Donc l'idée, c'est au départ d'avoir une représentation symbolique, et puis vous avez un monde que vous allez décrire avec des propositions logiques. Donc voilà deux petites propositions logiques. John aime Marie, et puis Marie vient à la soirée. Et ensuite, vous utilisez la logique pour inférer des nouvelles propositions. Donc, une autre, quelqu'un que John aime vient à la soirée, est une conséquence des deux premières. Donc, l'idée, c'est de faire une représentation du monde avec un nombre considérable de logiques, de propositions. Et puis, ensuite, vous utilisez la logique et des règles pour inférer de nouvelles connaissances sur le monde. Alors, ça a donné lieu à toute une série de nouveaux langages en informatique qu'on appelle Lisp, Prolog, des systèmes experts. Et puis tout ça a été très influencé notamment par la linguistique. Et il y a eu tout ce mouvement de linguistique, des grammaires formelles, notamment développé par Chomsky. Et au cœur de tout ça, il y a cette vision de l'agrégation de la connaissance avec des automates, des grammaires, donc des structures très logiques. Alors, tout ça, ce sont des idées qui sont à la fois naturelles et profondes, et en même temps, ça a mené à une sorte d'échec, ce qu'on a appelé un peu l'hiver de l'intelligence artificielle. Et la raison, c'est que le monde est extraordinairement complexe, et quand vous commencez à essayer d'appliquer des règles sur un phénomène complexe, vous avez toujours des exceptions. Et vous avez de plus en plus d'exceptions, et en fait, on se rend très vite compte que les règles, ce sont des structures qui sont beaucoup trop rigides pour s'adapter à la complexité des environnements. Donc, là, il y a eu un changement assez profond qui s'est passé, et ce à quoi on a assisté finalement au cours des 10 dernières années, ça remonte avant, mais disons que là, il y a eu une véritable explosion, c'est l'apparition d'un autre type d'intelligence artificielle qui est beaucoup plus basée sur les données. Et en fait, cette espèce d'alternance entre une approche rationaliste, logique, et une approche à partir des données, c'est un débat sur la théorie de la connaissance qui existe depuis des millénaires. On le retrouve en philosophie, où vous avez cette théorie de la connaissance qui peut être approchée de deux angles totalement opposés. D'un côté, une vision platonicienne très rationaliste, où toute la connaissance est là, a priori, et que vous ne faites que de redécouvrir. Vous avez l'influence anglo-saxonne, Locke, Hume, où au contraire, la connaissance n'est pas accessible par des a priori, mais n'est accessible que par votre expérience, que par les données que vous allez acquérir. Et puis l'école un peu plus française, Descartes, qui, lui, ne fera absolument pas confiance à l'expérience. On ne peut pas faire confiance au sens. On ne peut même pas considérer que la physique est une vraie science. La vraie science, ce sont les mathématiques, parce qu'elles sont basées sur des concepts qui peuvent être prouvés, où la logique a tout son rôle. Et donc vous avez cette espèce d'alternance historique, avec Kant qui au milieu vient pour dire non, mais le centre de tout ça qu'il faut essayer de penser, c'est le sujet pensant. C'est plutôt que penser qu'est-ce que la connaissance, il faut penser qu'est-ce que connaître. Et donc vous avez ce débat. Et ce débat, c'est exactement celui qu'on retrouve en sciences. Et comme je le disais, notamment le renouveau de l'intelligence artificielle, eh bien, il vient du côté anglo-saxon. Il vient du côté de l'empirisme, avec ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'apprentissage statistique. Alors, ce que vous allez voir, et ce que je vais essayer d'illustrer, c'est qu'en fait, c'est deux approches mathématiques, mais c'est aussi deux approches assez intuitives. On parle d'intelligence en termes d'analogie, parfois d'intuition, et puis on parle d'intelligence en termes de logique. Ce sera beaucoup plus ces notions d'analogie, d'intuition, de géométrie qui vont apparaître et qui vont être au cœur de la plupart des résultats qu'on a actuellement, que ce soit pour le langage, pour l'image, pour pratiquement toutes les applications. Donc, un des points qui a aussi été très important, ça a été l'apparition des réseaux de neurones, et il y a des connexions dans plusieurs branches scientifiques et évidemment en neurophysiologie. Alors, les réseaux de neurones ont émergé initialement dans les années 50 à nouveau
à partir de modèles de neurones, et puis ils ont vécu leur propre vie comme neurones artificiels, et maintenant, j'en parlerai un tout petit peu, il y a un retour sur la neurophysiologie parce qu'on commence à observer des similarités avec ce qui existait. Donc cet apprentissage empirique, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant plus largement les sciences des données. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment extraire de l'information, de la connaissance à partir des données. Alors qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau, pourquoi est-ce que cette explosion a eu lieu au cours des 10 dernières années? D'abord, évidemment, ça a été l'accumulation absolument considérable de masses de données avec tous les senseurs qui nous entourent, mais bien sûr aussi Internet. Ça a été l'augmentation prodigieuse de la vitesse de calcul des ordinateurs, des capacités mémoire, et avec tout cela, des nouveaux algorithmes. Et ça a été une grande surprise, cette explosion. Moi, il y a, disons, une dizaine d'années, ça me ramène donc aux alentours des années 2005-2010, si on m'avait demandé combien de temps il faudrait pour qu'un système soit capable de reconnaître, par exemple, un visage mieux qu'un humain, j'aurais dit au moins 50 ans, voire beaucoup plus. Et on a vu une accélération beaucoup plus rapide, et des choses qu'on imaginait réalisables dans très longtemps sont maintenant là, et à tel point que c'est actuellement très difficile finalement de prédire la vitesse de l'évolution de ce domaine. Alors je disais, les résultats sont impressionnants, et en même temps ce qui est intéressant, c'est que ça couvre à peu près tous les domaines. Reconnaissance de la parole, vous avez aussi la capacité de reconnaître des langages, de faire de la traduction, comme vous pouvez l'utiliser sur Internet, la reconnaissance d'images notamment et de visages, mais aussi les jeux de stratégie avec ces techniques de renforcement, d'apprentissage qui permet à des systèmes d'apprendre par eux-mêmes ou avec une interaction assez faible sur le monde. Vous avez des systèmes qui sont développés maintenant pour les voitures autonomes, et ça c'est une véritable révolution qui va arriver. Alors la question c'est quand, disons les experts pensent entre 10, 20 ans, c'est toujours assez difficile de dire quand est-ce que vous aurez des systèmes complètement autonomes, mais dans un système comme ça, vous avez des radars, vous avez des lidars, vous avez des micros, vous avez une intégration d'informations un peu comme vos propres sens, tout ça est intégré, processé pour décider la trajectoire de la voiture, pour reconnaître les obstacles, etc. Et puis évidemment, un domaine très important, c'est toute la médecine. La médecine prédictive, la médecine pour faire du diagnostic ou de l'aide au diagnostic, ça c'est un des domaines où on espère que, et c'est déjà partiellement présent, ce domaine puisse améliorer beaucoup les choses. Et puis il y a un dernier domaine auquel tout le monde pense et auquel il faut penser, c'est évidemment surveillance de la vie privée. Il y a des enjeux politiques qui sont derrière tout ça, et je pense qu'il ne faut pas non plus les oublier. Alors, ici, je vais prendre un point de vue plus scientifique et essayer de vous montrer pourquoi ce domaine est difficile et quelle est la source de la difficulté. Donc, dans tous les exemples que je vous ai donnés, que ce soit un son, donc c'est un certain nombre de points par seconde, une image qui est un grand tableau comme ça de pixels, des textes, des réseaux sociaux, le point commun, c'est chacun de ces éléments représente énormément de données, de l'ordre d'1 million de points par minute pour un système audio, de l'ordre d'1 million de pixels pour des images. Dans un livre, vous aurez de l'ordre d'1 million de caractères, etc. Et ça peut être beaucoup plus grand, 1 milliard pour un réseau social, plusieurs milliards pour Facebook. Et évidemment, la reine de la grande dimension, c'est la physique. Vous avez le nombre d'Avogadro de l'ordre de 10 puissance 23 dans simplement quelques grammes de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans ce monde de sciences des données? D'un côté, d'essayer de modéliser, de comprendre la nature de ces données. Et puis, ce qui est peut-être plus lié à l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de comprendre, de prédire, d'être capable de répondre à une question à partir de ces données. Et donc, ça a été l'émergence de ce qu'on appelle l'apprentissage statistique, qui est au cœur de cette nouvelle intelligence artificielle. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est vous montrer un peu le principe de ces algorithmes d'apprentissage. Donc là, je vous donne un exemple. X,
ça va être mon image, c'est mes données. Et donc, sur ces données, on va poser une question. Par exemple, quel est cet animal? Ça peut être un chien, un chat, un cheval. Là, en l'occurrence, la réponse, je l'appelle Y, c'est un chien. Donc, ce que vous voudriez, c'est avoir un algorithme qui trouve la réponse toute seule, c'est-à-dire vous mettez X, l'image en entrée, et en sortie, il vous donne le nom de l'animal qui est à l'intérieur. Alors, la spécificité de ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est qu'ils ne sont pas configurés complètement au début. Ils incluent un très très grand nombre de paramètres à l'intérieur, et ces paramètres, ils vont être fixés au cours de la phase d'apprentissage. Dans la phase d'apprentissage, on va donner des exemples, ce que j'appelle les XI, c'est des exemples d'images, et pour ces images-là, on va dire au système, ça c'est un cheval, ça c'est un chien, ça c'est un chat, etc. Donc on donne la réponse. Donc, qu'est-ce que va faire le système? Il va essayer de configurer ces paramètres internes de façon à donner la bonne réponse sur les exemples qu'on lui a donnés. Donc ça n'a rien de très spectaculaire, il ne fait que répéter les exemples qu'on lui a donnés. Là où ça devient intéressant, et c'est évidemment le but, c'est si le système est capable de généraliser. Être capable de généraliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous allez lui donner un nouvel X qu'il n'a jamais vu, une nouvelle image, et ce que vous espérez, c'est qu'il vous donne une réponse Y qui est quasiment, voire exactement la bonne réponse. D'accord? Ça veut dire qu'il a été capable de généraliser à partir des exemples qu'on lui a donnés. Donc là, vous avez un peu deux points de vue dans ce domaine. D'un côté, le point de vue des maths, ça va être d'essayer de comprendre quand est-ce que c'est possible de généraliser, pourquoi un système comme ça est capable de généraliser. Et puis évidemment, vous avez le point de vue informatique qui consiste à essayer de développer des systèmes, des algorithmes efficaces qui sont capables de résoudre les problèmes. Alors actuellement, on est dans une phase où l'informatique a beaucoup d'avance sur les mathématiques. Les maths sont à la traîne derrière, c'est-à-dire qu'on a des systèmes qui marchent bien, mais on a beaucoup de mal à comprendre quels sont les principes mathématiques derrière qui font que ces systèmes marchent si bien. Alors quand même, quelle est l'idée derrière ce principe de généralisation? Comment ça se fait que vous avez tout d'un coup ce miracle sur quelque chose que vous n'avez jamais vu, l'algorithme va être capable de répondre? L'idée en fait est assez simple, c'est simplement basé sur le fait que le phénomène a une sorte de régularité, et que si vous avez quelques exemples, quelques points, vous allez être capable, grâce à cette régularité, en quelque sorte d'interpoler, de trouver les valeurs intermédiaires. Alors, pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple. Prenez un récipient, d'accord, dans lequel vous avez de l'eau, et cette eau peut être sous trois aspects. Ça peut être de la glace, sous forme liquide ou sous forme vapeur. Et pour le savoir, vous allez mesurer deux choses, la température et la pression à l'intérieur de votre récipient d'eau. Donc X, c'est la donnée, ça va être ce couple température-pression que vous pouvez représenter comme un point dans un plan. Un axe, c'est la température, puis la pression. Donc ça, là, la température est entre 0 et 100 degrés, ça va être typiquement de l'eau. Et puis vous faites plein d'expériences comme ça, et donc vous allez avoir plein de points pour différentes températures, pression, puis vous allez vous rendre compte que si la température est basse, ça va devenir plutôt de la glace, plutôt haute, ça va devenir plutôt du gaz. Et maintenant, on vous donne un nouvel X, et on vous dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que, c'est-à-dire un couple température-pression, est-ce que ça va être plutôt du gaz, plutôt liquide, plutôt de la vapeur? Pour savoir ça, il faut essentiellement savoir où se trouve le X, de quel côté il est, donc en quelque sorte établir la frontière. Maintenant, des frontières entre les points que vous avez, vous pouvez en faire plein. Par exemple, ça c'est une frontière possible. Et si vous prenez cette frontière, alors le X, vous allez dire que c'est de la vapeur. D'un autre côté, quand on regarde cette frontière, on se dit qu'il y a quelque chose de pas très naturel, elle est beaucoup trop irrégulière. Les phénomènes physiques, ils ont plutôt tendance à être réguliers. Donc, si jamais je dois estimer une frontière, je vais plutôt estimer quelque chose de régulier comme ça, qui va passer entre les points. Ça, c'est un a priori de régularité. Si effectivement le phénomène est régulier, eh bien, la vraie frontière va être proche de cette frontière régulière que vous avez créée, et vous allez donc commettre très peu d'erreurs, et donc vous allez être capable de généraliser. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on fait? On exploite la régularité du phénomène pour trouver les réponses là, dans les zones où elles n'étaient pas là. Alors, d'un point de vue algorithmique, comment on peut résoudre ça? Il y a une idée toute simple, c'est de se dire, OK,
j'ai un nouvel x. Ce que je peux faire, c'est regarder l'expérience qui était la plus proche de cet x. L'expérience la plus proche, elle est juste à côté. Et en l'occurrence, c'était de l'eau. Et donc dire x, c'est de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme du plus proche voisin. Si vous faites ça, ça va être revenir à créer des frontières qui passent exactement au milieu de tous les points que vous avez. Et si vous faites ça, vous allez, en l'occurrence, sur cette expérience, avoir des réponses tout à fait raisonnables. Alors, quand on voit ça, on a l'impression que finalement, le problème n'est pas difficile, et pourtant, il est très difficile. Alors, pourquoi il est très difficile? Parce que, comme je l'ai dit, vous n'avez pas deux variables sur vos problèmes, comme température, pression. Vous en avez des millions. Si vous prenez une image, c'est 1000 par 1000 pixels. Chaque pixel, c'est un niveau de gris qui peut être entre 0, noir, blanc, 255 par exemple, ou 1. Et donc, vous allez avoir 1 million de coordonnées. Et donc, vous êtes dans une dimension qui est beaucoup plus grande. Donc, votre x, là maintenant, il a des variables, mais au lieu d'en avoir deux, il va en avoir d, v1, v2, vd. Et d, c'est de l'ordre de 1 million. Alors, votre x, pareil, on peut le représenter comme un point dans l'espace, sauf que l'espace, il n'a pas deux coordonnées comme précédemment, mais il a 1 million de coordonnées. Alors ça, c'est un peu compliqué à montrer, donc je l'ai montré simplement en 3 dimensions. Et voilà, ça, c'est l'image du chien, c'est le x qui est là. Maintenant, vous allez avoir des exemples. Donc, vous avez d'abord une question. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un chien ou un chat? Donc ça, c'est la réponse que vous voulez avoir. Et maintenant, on montre des exemples. Ça, c'est les exemples de chats. Chaque image, c'est un point dans votre espace. Donc là, j'en ai 3. Vous allez avoir des exemples de chiens. Et à partir de ça, vous allez savoir qu'est-ce que c'est que x. Alors l'idée naïve, c'est de se dire, ça ne va pas être compliqué, je vais aller prendre le point le plus proche, et ça va être le point qui va correspondre à la bonne classe. Et ça n'a pas du tout marché. Pourquoi? Parce que tous les points sont très très loin. Vous voyez, aucune de ces images se ressemble au sens où les pixels, les valeurs des niveaux de gris sont toutes complètement différentes. Si vous faites la différence entre deux images, vous n'allez pas du tout avoir quelque chose de zéro ou tout petit. Et si jamais vous voulez vous assurer, on pourrait imaginer que vous avez toujours une image qui est proche de vous, il vous faudra énormément d'images. Alors pour faire le petit calcul, imaginez que vous vouliez garantir, donc là, vos valeurs de niveau de gris sont entre 0 et 1, que vous ayez toujours une image à une distance, disons, 1/10, ce qui n'est pas très petit. Combien d'images il va vous falloir? Chaque fois que vous bougez d'1/10, il vous faut une nouvelle image. Vous allez pouvoir bouger d'1/10 selon chacun des axes, et donc ça va vous faire 10 fois 10 fois 10, autant que d'axes, 10 à la puissance d. Or, si vous prenez pour d 100, 10 à la puissance 100, c'est déjà plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Or, d, ça ne va pas être 100, ça va être plutôt de l'ordre du million. Ça veut dire que votre espace, il est énorme, et les quelques exemples que vous avez, même si c'est des millions, c'est des milliards, ça ne va jamais remplir votre espace. C'est comme, en quelque sorte, les étoiles dans le ciel, toutes complètement isolées. Donc le gros problème de maths, c'est de comprendre c'est quoi la nature de cette régularité qui fait qu'on est capable de remplir l'espace entre ces quelques points isolés et de généraliser. Alors, les premiers types d'idées qui ont été développées, que les gens ont essayé, c'est de se dire finalement, peut-être que ce x n'est pas si compliqué que ça et qu'on peut le réduire, que le nombre de variables finalement de x peut être beaucoup plus faible et donc en quelque sorte on peut avoir une représentation parcimonieuse de ce x. Alors prenez par exemple à nouveau une image. Si vous prenez un point de l'image, le point voisin, il a toutes les chances d'être à peu près la même couleur. Donc peut-être qu'on peut trouver une espèce de transformation qui fait que tous ces points qui sont tous complètement différents de zéro peuvent pratiquement tous devenir zéro, sauf quelques-uns. C'est-à-dire qu'on est capable de concentrer l'information sur beaucoup moins de choses et finalement se rendre compte que le problème, il n'est pas en tellement grande dimension. Alors ça, c'est des choses qui ont été beaucoup développées dans les années 80, 90, jusqu'aux années 2000, et qui ont notamment eu beaucoup d'applications pour la compression. Alors il y a un principe qui apparaît derrière ça, c'est l'idée que quand vous avez un phénomène très complexe, et une image c'est quelque chose d'assez complexe, eh bien, il faut souvent la regarder à différentes échelles.
en physique, c'est bien connu. La plupart du temps, un physicien, il va soit travailler à l'infini, dans tout petit, c'est-à-dire dans le monde du quantique, soit travailler à des échelles macroscopiques, soit travailler, faire de la cosmologie ou de l'astrophysique. Tout ça, ce sont des domaines différents. Donc on sépare ces domaines et on peut travailler comme ça à différentes échelles, ce qui est une façon de simplifier le problème. Donc il y a cette espèce d'axe des échelles qui est très présent pour simplifier les problèmes. L'idée, c'est qu'on peut essayer de faire le même genre de choses sur des données très compliquées. Donc prenez comme ça une image. Comment est-ce qu'on peut séparer l'information à différentes échelles? Là, il y a une théorie qui a été développée, donc ça c'était dans les années 90, qui est basée sur des espèces de petites ondes. L'idée, c'est qu'on envoie une petite onde sur l'image et on va essayer de regarder en quelque sorte la variation locale de l'image à toute petite échelle, à échelle moyenne ou à plus grande échelle. Et ça va vous donner des espèces de cartes qui correspondent en quelque sorte aux contours. Les toutes petites variations, c'est les grands contours de l'image, ou les contours fins. Et puis, quand vous regardez ça à des grandes échelles, vous allez voir les grandes structures de l'image. Donc ça a permis de construire, et je vous le montre, cette espèce de graphe, parce qu'on va le retrouver dans des réseaux de neurones. Ça a permis de prendre ces données, de les exploser comme ceci à travers les échelles et de voir apparaître des représentations où tout d'un coup, beaucoup de points avaient disparu. Et une des grosses applications de ce genre de choses, ça a été à l'époque les standards de compression. Alors, compression, comment ça fonctionne? Vous prenez votre image X, vous la transformez dans ce domaine qui, en l'occurrence, est ce domaine d'ondelette. Vous avez pratiquement que des contours. La plupart des coefficients sont devenus nuls. Et maintenant, si vous voulez coder, vous allez comprimer l'information là-dessus. Et ça, c'est notamment le standard JPEG 2000 à l'époque qui avait été développé. Et puis, à l'époque, on a développé toutes sortes d'applications. Par exemple, si vous avez une image où vous avez des informations très partielles, ça, c'est particulièrement important dans le monde médical où on ne veut pas vous irradier constamment avec des rayons X, on veut vous exposer le moins possible. On peut récupérer l'image originale, comme c'est montré ici. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous savez que l'information, elle est très parcimonieuse et les quelques points que vous avez mesurés sont suffisants pour revenir sur l'image d'origine. Alors, est-ce que ça va marcher pour faire de la reconnaissance? Eh bien, pas du tout. Et là, ça a été la grosse déception, justement, dans ces débuts des années 2000. Ça ne marche pas. Pourquoi? Vous êtes passé d'1 million de variables à 10 000, mais 10 000, c'est encore monstrueusement grand, parce que 10 à la puissance 10 000, c'est monstrueux. Donc, ça ne marche pas. Alors, en apprentissage, les gens ont développé d'autres types d'idées. L'idée, c'est de se dire, OK, on part d'un ensemble de points, les points rouges, les points verts, qui sont dans l'espace, tout est complètement mélangé. On veut les séparer entre deux classes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver cette espèce de représentation, mais là, le but, ça ne va pas être d'éliminer de l'information, mais d'essayer de séparer les choses le mieux possible. Donc, c'est ce qu'on appelle un changement de variable, d'accord? Et ce changement de variable, donc, qui passe du x à une nouvelle représentation phi de x, ça va être en quelque sorte des éléments discriminants de l'image, ce qu'on appelle des patterns de l'image, qu'on va essayer de repérer. Et le problème est linéarisé si jamais tout d'un coup vous pouvez séparer votre espace en deux avec simplement un plan qui sépare ce qui est à gauche, les chiens, et ce qui est à droite, les chats. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Eh bien, vous pouvez projeter sur... Alors, oui, vous avez une direction orthogonale à votre plan, c'est la direction qui va vous mener d'une classe à l'autre. Autrement dit, c'est la direction discriminante. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible? Prenez un exemple très simple. Vous voulez reconnaître des voitures versus des camions de pompiers. Donc, l'image peut être très, très compliquée. Vous êtes en très grande dimension, il y a plein de détails. Mais naïvement, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est compter le nombre de points rouges dans l'image. Et si vous avez un gros camion de pompiers, il y a des chances pour que vous ayez beaucoup de points rouges, beaucoup plus que si c'est une image normale. Donc, simplement, ce critère tout simple est suffisant pour discriminer les deux classes. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'information sur toute l'image. Donc, comment est-ce que ça marche, ce genre de choses? Donc, on a besoin de faire cette espèce de transformation qui, par miracle,
va séparer les deux domaines. Et puis ensuite, il faut trouver ce plan séparateur qui va séparer les deux classes et qui est orthogonal à ce petit vecteur W que j'ai montré, qui va avoir des poids. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si vous êtes à gauche ou si vous êtes à droite du plan? Ce qu'il faut faire, c'est projeter sur la droite, et ça va revenir tout simplement à prendre votre point que vous considérez, le phi de x ici, et de faire des combinaisons linéaires des coordonnées, V'1, V'2, V'm, par les poids. Une autre manière de voir ça, c'est tout simplement, vous êtes en train de faire un vote. Vous avez des critères discriminants, mais chacun est assez faible. Et ce que vous allez faire, c'est agréger tous ces critères discriminants par un vote de confiance, avec des poids différents. Et si le vote de confiance est suffisant, alors vous savez que vous êtes à gauche, et donc vous êtes un chat, ou alors de l'autre côté, et par exemple, vous êtes un chien. Donc vous êtes, ou l'image est une image de chien. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire des votes et de séparer l'espace ainsi. Et tant que vous n'aurez pas trop, disons, de besoin de variables pour trouver ça c'est un peu le principe qu'on utilise en sciences, d'essayer d'utiliser le moins d'hypothèses possible pour inférer un résultat, les choses devraient bien se passer. Alors, quel est le lien avec les réseaux de neurones? Le lien est le suivant. Jusqu'à maintenant, j'ai supposé que j'avais cette espèce de changement de variable qui me donnait tous les critères discriminants et qui permettait, à travers un vote, d'avoir une réponse. Le problème, c'est comment trouver ce fameux phi de x. Alors, soit vous les connaissez à l'avance, comme dans l'exemple des voitures ou les camions de pompiers, on va prendre les points rouges, soit vous avez un problème très compliqué et vous ne savez pas quels sont les critères discriminants. Et dans ce cas-là, il va falloir apprendre les critères discriminants, et c'est ce que font les réseaux de neurones. Alors, qu'est-ce que c'est que ces réseaux de neurones informatiques? Donc, comme je disais, c'est apparu dans le début des années 50 pour essayer de modéliser les neurones de grenouilles, et le modèle informatique extraordinairement simplifié, qui ne correspond pas du tout à la biologie, est le suivant. Vous avez des entrées dans votre neurone, d'accord? C'est les coordonnées V1, V2, Vm de votre donnée. Chacune des entrées, comme précédemment, je vais les multiplier par un poids. Donc un neurone, en quelque sorte, il va organiser un vote. Je vais multiplier chaque entrée par le poids, puis je vais sommer le tout. Et si la somme est plus grande que B, alors ce que je vais sortir, c'est la somme moins B. Si la somme est plus petite que B, alors le neurone ne s'active pas et je sors 0. D'accord? Donc un neurone, c'est un vote. D'accord? Et on va le représenter comme ça, avec toutes ces entrées par analogie aux dendrites d'un neurone. Vous avez le cœur, et puis une seule sortie qui va correspondre à, en quelque sorte, l'axone d'un neurone biologique. Alors, pour que ça devienne un peu puissant, ces neurones, on va les organiser sous forme de réseaux de neurones avec des couches. Donc vos entrées vont rentrer dans plein de neurones de la première couche, qui vont chacun avoir une sortie. Et les sorties des neurones de la première couche vont rentrer dans des neurones d'une deuxième couche, qui eux-mêmes vont avoir une sortie qui peut rentrer dans une troisième, etc., jusqu'à ce que tout soit agrégé dans un neurone final qui, hop, par miracle, va vous donner la réponse. Alors, comment ça marche, ce genre de choses? Ce qu'on a vu, c'est qu'un neurone, il a plein de paramètres. Donc, un réseau de neurones comme ça a énormément de paramètres. C'est le nombre de neurones multiplié par le nombre d'entrées possibles. Ça, c'est tous les poids possibles. Comment est-ce que ces paramètres vont être fixés? Eh bien, avec des exemples. On va donner des exemples au réseau de neurones. On va lui dire, ça, c'est une image, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est un cheval, etc. Et il va configurer à travers une procédure d'optimisation tous ces poids pour donner les bonnes réponses sur les exemples qu'on lui a donnés. Et puis ce qu'on espère, c'est qu'ensuite, il va pouvoir généraliser. Alors il y a quelque chose d'important pour revenir à ce débat philosophique entre empirisme et rationalisme. On n'apprend pas simplement à partir des données. Il faut de l'information a priori. Je l'ai expliqué dans le cas de l'eau dans le récipient. Comme information a priori, ce qu'on a utilisé, c'est le fait qu'on s'attendait à ce que le phénomène physique soit régulier.
Et c'est ça qui a permis d'avoir une procédure qui a permis de généraliser. Dans le cadre des réseaux de neurones, où est l'information a priori? Eh bien, dans le choix de l'architecture, comment ces neurones vont être connectés. Et là, il y a eu, d'une certaine manière, des améliorations très importantes avec l'apparition de ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, convolutionnels. Et là, j'associe le nom de Yann Lequin, qui est un Français qui a eu récemment le prix Turing avec deux autres Américains et Canadiens pour l'introduction de ces architectures. Alors l'idée, ça va ressembler un tout petit peu à ce que j'avais montré, c'est que vous avez une image. Ça, c'est votre X d'entrée qui va rentrer dans des séries de neurones qui vont produire une autre image, toute une autre série d'images, ça va être la couche 1, qui eux-mêmes vont être retransformés à travers des neurones qui vont produire toute une autre série de sorties, encore des images, etc., jusqu'à la dernière couche. Et la dernière couche, c'est votre fameux phi de x, c'est vos éléments qui vont vous permettre de faire la discrimination. Et puis à la fin, vous agrégez tout ça avec une simple combinaison linéaire et vous avez la réponse. Alors, ce qui a été une très grosse surprise, ce n'est pas simplement que ça marche sur des images, c'est qu'il y a un côté assez générique dans cette structure. C'est-à-dire que le même type de structure est apparu comme efficace pour faire, et voire très efficace, c'est-à-dire que ça tient l'état de l'art dans la plupart des applications, que ce soit pour l'image, pour le traitement de la parole, pour certains problèmes de diagnostics médicaux, de traduction, voire même, je donnerai un exemple, en physique quantique. Et donc la question, c'est comment ça se fait que c'est vrai? Alors, juste pour vous donner des illustrations, par exemple, les systèmes de conduite automatique eh bien, font une cartographie de tout l'environnement, une reconnaissance en temps réel des obstacles, de leur nature, etc., pour prévoir les trajectoires. Donc, la question, c'est, d'une certaine manière, ce réseau a été capable d'apprendre ce fameux changement de variable qui a tout simplifié. Comment est-ce qu'il a fait ça? Quels sont les principes mathématiques? Qu'est-ce qui a permis de faire ça? Alors, je disais, les maths sont loin derrière l'informatique actuellement, mais il y a quand même quelques éléments qui nous guident. On voit que l'information est petit à petit agrégée dans le réseau au fur et à mesure que les couches deviennent de plus en plus profondes, avec des principes multi-échelles qui ressemblent beaucoup aux ondelettes, et on voit apparaître ces ondelettes. On voit des choses de plus en plus invariantes. Quand vous regardez un neurone dans une couche très profonde, ressemble un peu à ce qu'on appelle des neurones grand-mères, alors là vraiment dans le cerveau, qui sont des neurones ultra spécialisés qui pourront reconnaître votre grand-mère, quelle que soit l'expression, ce que fait votre grand-mère, etc. Donc complètement invariant par rapport à toutes sortes de variabilités de ce que votre grand-mère peut faire ou de son environnement, et très très spécialisé. Et on voit apparaître ce genre de choses et cette notion d'invariant. Alors, je vais relier ça à des concepts de maths qui sont plus sophistiqués, juste pour vous donner une idée, à la fois plus sophistiqués mais très intuitifs, pour vous donner une idée de qu'est-ce que les maths peuvent faire là-dessus. Donc le problème, c'est que vous avez cette espèce de frontière qui est très très compliquée au départ, et ce que vous aimeriez, c'est faire une transformation qui simplifie complètement cette frontière. Alors, il y a quelque chose qu'on fait assez naturellement en physique, c'est une espèce de saut conceptuel pour comprendre le problème. C'est au lieu de regarder les états du système, on regarde comment est-ce qu'on peut bouger les états du système. Bouger, par exemple, de position un objet. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Avec une transformation mathématique, que j'ai appelée T ici, qui va me prendre un point x' et qui va bouger un point x en un point x'. Parmi toutes ces transformations, il y en a des plus particulières qu'on appelle des symétries. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une symétrie? Une symétrie, c'est une transformation qui va préserver les propriétés du système. Donc, qui va bouger une image de chien en une image de chien, une image de chat en une image de chat, de cheval en du cheval, autrement dit, qui va préserver les classes. Et donc, si vous connaissez ces symétries et que vous êtes capable... Alors, excusez-moi, juste pour vous donner un exemple plus proche, peut-être plus intuitif, prenez un carré. Un carré, c'est symétrique. Ça a des symétries, et on le voit, vous faites des rotations de 90 degrés, c'est toujours la même chose. Vous prenez un cercle, il est complètement symétrique, n'importe quelle rotation préserve le cercle.
Donc là, vous voyez ces symétries en action. Sauf que là, c'est des symétries sur des images. Alors, il y a une découverte fabuleuse qui a été faite en maths par Évariste Galois. Alors ça, c'est une très belle histoire que les mathématiciens aiment bien raconter, parce que c'est là probablement la seule histoire romantique des mathématiques. Donc c'est très flatteur. Donc Galois, qui avait à l'époque, dans les 21-22 ans, était tombé amoureux d'une jeune femme qui, en l'occurrence, était mariée, s'est retrouvé en duel avec le mari, qui tirait très bien au pistolet. Et donc, c'est une histoire réelle. Et donc, il se savait quasiment condamné. Et au lieu de dormir pendant la nuit, il a écrit son testament mathématique. Et le testament mathématique de Galois, c'est ce qu'on appelle la théorie des groupes, qui reste un pan absolument énorme des mathématiques, qui a des généralisations absolument extraordinaires. Alors pourquoi est-ce que Galois avait développé cette théorie des groupes? Lui, pour un problème en apparence plus simple, résolution des équations du 5e degré. Les équations du 5e degré, on ne peut pas écrire les solutions sous forme de radicaux, c'est-à-dire avec des racines carrées, des rapports comme on peut le faire avec une équation du second degré. Et le problème, c'était de démontrer que cette propriété-là. Et au lieu de regarder la solution de l'équation, l'idée géniale de Galois, ça a été de dire, je vais regarder une solution et je vais regarder quelles sont les transformations qui préservent cette solution et qui transforment une solution en une autre solution. Autrement dit, il a regardé les groupes de symétrie des solutions. Et en maths, on s'est rendu compte que les groupes de symétrie, c'était un outil complètement extraordinairement riche pour décrire à peu près n'importe quel objet, y compris classification d'images, paroles, etc. Donc, le problème ici, c'est en l'occurrence quelles sont les symétries des images. Alors, si vous prenez un objet, vous le bougez, c'est le même objet. Donc, l'objet est invariant, la reconnaissance est invariante par translation. Ça, c'est une symétrie. Si vous déformez un peu un 3, un 5 ou un peu un tableau, ça reste un tableau reconnaissable, donc invariant par ces transformations. Donc il y a toutes sortes de symétries qu'on connaît et qu'on peut exploiter à partir de ce genre de choses. Donc je ne vous montrerai pas la vidéo parce qu'elle ne passe pas ici. Et donc l'idée, c'est qu'on a de l'information a priori, et notamment ces réseaux de neurones profonds, ils utilisent ce qu'on appelle des convolutions. Et des convolutions, c'est quoi? Ça consiste à dire, puisque mon objet, c'est le même objet s'il est là ou s'il est là, c'est-à-dire je le bouge, je ne change pas la nature de l'objet, eh bien les poids du réseau de neurones, qu'ils soient là ou qu'ils soient là, a priori, ça doit être les mêmes, parce que je ne sais pas où est mon objet. Et donc ce genre de propriété, eh bien c'est ça qui a permis de commencer à avoir des systèmes qui sont devenus très efficaces. Maintenant, la question qui se pose, c'est finalement, c'est quoi la nature de la connaissance qui est là-dedans? On a vu qu'un réseau de neurones qui peut apprendre, par exemple, de la parole, va avoir de l'ordre de, en tout cas les plus puissants, 90 milliards de poids, un nombre astronomique de coefficients. Mais quelle est la nature de la connaissance? Qu'est-ce qu'il a vraiment appris? Sachant que si vous faites 2 entraînements de ce réseau, vous allez avoir des poids qui en apparence sont différents, et pourtant la nature du problème reste la même. Donc, question, c'est quoi la nature de cette connaissance? Est-ce qu'on peut fixer a priori des poids comme ça? Alors ça, c'est le genre de questions qu'on se pose quand on travaille dans ce domaine. Et généralement, quand vous faites des maths, ce que vous essayez, c'est de commencer par la chose la plus simple, la possibilité la plus simple, en essayant de croiser les doigts, en espérant que ça marche. Donc ici, la possibilité la plus simple, ce serait qu'il existe une façon de fixer les poids a priori et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'apprendre. Et si vous voulez fixer les poids a priori et que vous avez traversé toute cette vague de recherche des années 90 et 2000, eh bien vous dites, on va prendre des ondelettes, parce que les ondelettes, ça permet d'exploiter, de rendre plus parcimonieux les choses. Alors on peut faire ce genre de choses. Et si effectivement on est sur un problème, par exemple, de physique, et que les symétries du problème sont connues, ça peut marcher. Alors, un problème intéressant, pour prendre un autre exemple pour montrer qu'il n'y a pas que des images dans ces histoires-là, c'est la chimie quantique. Alors, la chimie quantique, quel est le problème? Vous avez une molécule et vous allez savoir si la molécule est stable ou pas. Pour ça, vous allez calculer son niveau d'énergie. Et si le niveau d'énergie est suffisamment bas, alors vous pouvez espérer que votre molécule va être stable. Comment on calcule le niveau d'énergie? Eh bien, il faut résoudre des équations de Schrödinger.
Les équations de Schrödinger, quand vous avez beaucoup de particules, c'est un problème horriblement compliqué. Là, on va faire quelque chose d'autre. On va supposer qu'on ne connaît pas les équations de Schrödinger et on va essayer quand même de calculer l'énergie de la molécule. Comment? À partir des exemples. Plus un peu d'informations a priori. En l'occurrence, vous prenez une molécule, vous la bougez, son énergie, elle ne change pas. Vous la tournez, elle ne change pas. Vous la déformez légèrement, elle ne change pas tellement. Finalement, une molécule, ce n'est pas très différent d'une image. Et donc, on utilise le même type de réseau de neurones que pour des images. En l'occurrence, avec, cette fois-ci ici, ça c'est des types de recherches qu'on fait avec des ondelettes. Et là, on arrive effectivement à avoir des calculs d'énergie en chimie quantique qui sont proches de ce qu'on peut avoir en résolvant les vraies équations de la physique, à une condition. Il faut avoir suffisamment d'exemples, et il faut avoir des exemples dans le bon domaine. Si vous avez une molécule métallique et que tous vos exemples, c'était de la chimie organique, ça ne marchera absolument pas. Il faut que les exemples aient une forme de similarité par rapport au problème d'origine. Alors, ceci étant, si on essaye ça sur des problèmes compliqués, comme par exemple la reconnaissance d'images, comme ces images-là, où vous pouvez avoir dans une même image un dalmatien, des cerises, toutes sortes un chat de Madagascar sur son arbre, etc., ça ne marche pas du tout. Et là, il faut apprendre. Et là, encore une fois, les réseaux de neurones marchent très bien. Et sur des systèmes visuels comme ça, les réseaux de neurones, maintenant, sont arrivés au-dessous des taux d'erreur qu'un humain peut faire. Ceci étant, la nature des erreurs n'est pas du tout la même. On n'est pas tous habitués à reconnaître des chats de Madagascar. C'est pour ça que sur des bases de données comme ça, vous avez certaines erreurs. Un système de réseau de neurones qui en a vu suffisamment va bien fonctionner. Donc se repose la question, OK, il faut apprendre, mais qu'est-ce qu'on apprend vraiment? Quelle est la nature de cet apprentissage? Quelles sont la nature des invariants, des symétries qui ont été apprises? Ça reste un problème ouvert. Et pour les lycéens qui ont envie de faire des maths, vous avez beaucoup d'avenir là-dedans parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors je voudrais terminer en revenant un peu au départ. Un des problèmes qui se pose actuellement avec ce genre de technique, c'est le problème de la boîte noire. C'est très bien d'avoir un système qui marche souvent, pas toujours, mais souvent, mais vous avez besoin d'explications. Alors pourquoi vous avez besoin d'explications? Ce genre de système maintenant commence à être appliqué dans des domaines très divers, et notamment aux États-Unis, dans des cours de justice qui décident si un prisonnier doit sortir de prison ou pas. Ils ont commencé à utiliser ce genre d'indicateurs à partir de toutes sortes d'informations sur le prisonnier, son comportement, etc., apportés par le système pénitentiaire. Le problème, c'est quand vous commencez à avoir des indicateurs comme ça, pour le jury d'aller contre l'indicateur, c'est assez risqué. Et donc, on a commencé à se rendre compte que ces indicateurs avaient de plus en plus d'impact. Et donc, il y a eu un cas d'un prisonnier qui est revenu en disant « Oui, mais non, mon comportement est irréprochable. Pourquoi est-ce qu'on ne me permet pas de sortir ?» Et donc, le jury est revenu vers la société qui avait développé le réseau de neurones, qui a dit « Ah ben non, mais attendez, nous, notre système, il marche, mais on ne sait pas pourquoi. » Donc, pas d'explication. Et ça, c'est absolument pas possible parce que c'est la base du droit d'avoir un droit de recours, un droit d'explication. Et puis, il y a des biais dans ces systèmes. Il y a une histoire célèbre qui n'y a pas tellement longtemps d'un software développé chez Amazon pour faire du recrutement. Recrutement, c'est-à-dire sélectionner les CV. Et ils se sont rendus compte au bout d'un moment, et donc le système a appris sur les recrutements passés, que dès qu'il y avait le mot « femme » dans le CV se retrouvait en bas de la pile. À tel point que si vous mettiez que vous étiez homme entraîneur d'une équipe de football de femmes, ça descendait en bas de la pile. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que dans le passé, Amazon avait beaucoup recruté d'hommes, que le système, du coup, fitait tout le passé, et dès qu'il détectait femmes, hop, c'est facile, il suffit de l'éliminer. D'accord? Donc, ce genre de biais sont présents, ils sont présents dans les données, et tant qu'on ne comprend pas comment un système fonctionne, on a beaucoup de mal à les mettre en évidence. Alors, d'une façon générale, cette notion d'explication est compliquée en elle-même.
Parce que vous avez des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer en une, deux ou trois raisons. Si vous pensez aux phénomènes économiques, sociologiques. Mais si vous prenez tout simplement l'exemple de pourquoi il y aura éventuellement une tornade au-dessus de l'Australie dans 3 semaines. Ce n'est pas pour une, deux ou trois raisons. C'est le résultat d'agrégation de milliards et de trilliards de particules suivant des courants, etc., qui tout d'un coup va amener ce phénomène cohérent qui va créer une tornade. Donc il y a des phénomènes où les explications sont extraordinairement complexes. Et si vous pensez à ces systèmes d'apprentissage statistique, ça agit un peu comme votre cerveau inconscient. La vision, l'audition, le toucher, vos comportements, etc., la plupart sont gouvernés par votre cerveau inconscient. Et d'ailleurs, vous n'avez aucune idée du pourquoi. À tel point que pour répondre à la question du pourquoi, bien souvent, il faut s'allonger sur un divan de psychanalyse pendant plusieurs dizaines d'années sans être garanti, très loin de là, de savoir le pourquoi de vos actions. La plupart du temps, notre cerveau conscient est là pour se raconter une histoire qui fait du sens, mais qui a potentiellement pas grand lien avec le vrai. N'empêche que cette conscience, elle a un rôle très important. C'est elle qui est en contact avec l'extérieur. C'est aussi elle qui fait cette espèce de boucle de contrôle, de rétroaction sur le système inconscient, par exemple, pour corriger les biais, pour améliorer le système. Or, cette espèce de boucle qui est beaucoup plus basée sur la logique, l'inférence, on ressent de plus en plus la nécessité de la mettre sur ces systèmes de machine learning, c'est-à-dire ces systèmes d'apprentissage statistique. Et donc, du coup, tout d'un coup, on voit réapparaître la logique, on voit réapparaître la notion d'inférence. Et alors que la plupart des outils mathématiques que j'ai décrits au cours de cette conférence étaient essentiellement des outils de l'ordre de la géométrie, maintenant apparaissent ces notions de logique et le besoin d'intégrer ces deux formes d'intelligence. Il y a une raison aussi qui est importante, c'est la capacité de faire du transfert d'intelligence. On a parlé du cas du bébé. Un bébé est beaucoup plus efficace que n'importe quel système, parce que aussi un bébé, quand il rencontre un objet, il le met dans la bouche, il le manipule, il l'entend, il le touche, etc. C'est-à-dire il y a toutes sortes de modalités sensorielles. Il est capable, et vous êtes capable, de prendre une situation et de transporter dans une autre qui en apparence n'est pas liée, mais qui a des similarités. Et donc, si vous avez déjà rencontré des chats, des lynx, etc., vous allez pouvoir reconnaître un lion en une ou deux fois. Donc cette capacité de transfert, elle est aussi basée sur cette conscience en partie et l'importance de la logique. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des champs qui sont très importants, que essentiellement tout ce domaine n'en est qu'en enfance, hein, au même titre que le bébé, et il y a beaucoup de belles mathématiques à faire là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Stéphane Mallat, c'est passionnant. Donc les questions sont ouvertes, j'imagine que vous en avez beaucoup à poser. Et puis évidemment, pour vous, les lycéens du lycée Jean Moulin des Andelys, vous n'avez pas de micro devant vous, mais une personne est là avec le micro, donc il suffit de lui faire signe pour qu'elle puisse vous donner la parole. Et merci encore à vous et à vos enseignants d'avoir fait le déplacement. Monsieur, allez-y. Bonsoir. Je voulais poser une question par rapport à la notion de frontière. Je voulais savoir si le cas d'un problème avec une frontière de nature fractale a déjà été étudié pour voir ce qui se passait, quoi. Parce que des frontières un petit peu simples, ça peut être simple, entre guillemets, mais des fractales ont on va dire des frontières très compliquées, en fait. Est-ce qu'un cas de ce genre a été déjà étudié? Alors, d'une certaine manière, la complexité du problème, vous avez raison, elle est dans la complexité de la frontière. Si la frontière, elle est horriblement compliquée et que pour la rendre simple, c'est-à-dire la linéariser, il vous faut énormément de variables, ça veut dire qu'il vous faudra énormément d'exemples et éventuellement, le nombre d'exemples sera tel que vous n'y arriverez jamais. Donc, si effectivement, on est dans des situations où le problème intrinsèque est extraordinairement irrégulier et les frontières sont fractales, très irrégulières, vous risquez de ne pas être capable
de résoudre le problème, sauf s'il y a une forme de régularité. Les fractales, c'est des choses qui ont une forme de régularité quand ils sont invariants par échelle. Et à ce moment-là, on peut trouver des manières de les réaligner. Mais ce qu'il faut, c'est que quelque part, il y ait une régularité cachée dans le problème pour pouvoir apprendre avec peu d'exemples. Peut-être pour avoir une illustration plus concrète de cette question-là, est-ce qu'il y a un domaine sur lequel aujourd'hui on bute encore autant les informaticiens sur développer une intelligence artificielle dans un secteur où on n'y arrive pas parce que la complexité est trop grande? Alors, peut-être un des problèmes, d'abord, où on bute encore, il y en a énormément, d'accord ? Faut pas, je voudrais pas donner l'impression que ça y est, maintenant, problème est résolu. Très loin de là. Il y a des exemples où ça marche très bien, et il y a la plupart des exemples où ça marche encore mal, voire même dans les exemples où ça marche bien, parfois ça se plante, et assez régulièrement. Mais par exemple, le sens commun, qui fait que si je vois cet objet, si je le lâche, je sais qu'il va tomber, qui me donne une idée de comportement des choses. Ça, c'est très compliqué parce que c'est très contextuel. On a beaucoup de mal. Actuellement, on ne sait pas faire ça. Et ces systèmes n'ont aucun sens commun. C'est un exemple. Merci. Autre question. Oui, ne me dites pas que ça vous laisse sans voix, tout cela. Monsieur là-haut. Oui, merci monsieur, c'était passionnant. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir tout suivi. Et est-ce que ça serait possible que vous repreniez, en reprenant l'exemple du chien et du chat, par exemple, vous essayez, vous nous donniez une idée de quel type de transformation? Parce que j'imagine que, en fait, là, on est à faire 1000 par 1000, c'est les pixels. Chacun de ces pixels, d'accord, vous avez dit, ça peut valoir entre 0 et 255 par exemple, d'accord. Mais quel type de transformation, vous parliez de le phi, là, de la fonction phi, quel type de transformation, un exemple de transformation qui, justement, permettrait peut-être de déterminer une caractéristique d'une image d'un chien ou une caractéristique d'une image d'un chat? Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis clair. Mais... Alors, c'est une très bonne question parce que la réponse, c'est je ne sais pas. Non, c'est pour ça que les maths sont très compliquées. C'est que il y a une transformation, la preuve, le système le fait. Mais on aimerait bien absolument répondre à votre question. Mais au fond, c'est quoi ce qu'il fait? D'accord? Un exemple, quoi. C'est quoi? Il colle une droite, un polynôme, il va sortir l'oreille, le poil de gauche, ou truc, et que c'est ça la feature. Non. Le problème, c'est que pour un problème comme reconnaître un chien d'un chat, bah, un chien, ça peut être un Doberman, mais ça peut être un chihuahua aussi. Et les deux sont des chiens, et le chihuahua, il ne ressemble pas plus au Doberman qu'il ne ressemble à un chat. Donc, c'est très, très compliqué parce que vous avez énormément de variabilité. Donc, ce n'est pas, comme dans le cas du camion de pompier, la couleur rouge ou la propriété. C'est l'agglomération d'énormément de propriétés. Et en même temps, on aimerait répondre à cette question. Donc, pour répondre à cette question, il faut essayer d'encapsuler ces propriétés, d'essayer de les caractériser. C'est un peu ça que fait les maths. Et donc, par exemple, une réponse possible qui, en l'occurrence, n'est pas la bonne réponse, je pense, pourtant j'ai cru que c'était pendant longtemps la bonne réponse, c'est de dire « Ah, bah, je connais les groupes de symétrie des chiens, des chats, et donc je vais les identifier et puis pouvoir les caractériser. » En fait, non, ça a l'air plus compliqué que ça. Donc, je ne sais pas. C'est ça le mystère. Et là, mais vous pouvez peut-être un peu aussi comprendre, c'est que une transformation, quand on la dessine en une dimension, deux dimensions, on voit bien. Mais quand on a 1 million de variables, les transformations, elles peuvent être extraordinairement compliquées. Et ces problèmes sont d'ailleurs assez proches des domaines des probabilités, puisque d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a des statistiques, à chaque fois on n'y arrive pas à tous les coups, mais la plupart du temps on y arrive. Et il y a ce qu'on appelle des phénomènes de concentration qui font qu'au bout d'un moment, les chiens se retrouvent d'un côté, les chats se retrouvent de l'autre côté, après beaucoup de transformations. Que fait le réseau? Mais qu'on a du mal à comprendre. Et il y a des communautés entières qui actuellement travaillent là-dessus. Ceci étant, il y a assez peu de mathématiciens actuellement qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire qu'on est surtout dans une phase actuellement empirique. Il y a eu une espèce de
pendant tout un temps, ce balancier est très présent dans la recherche. Pendant tout un temps, au moment où on pensait que la logique était au cœur, etc., pas mal de mathématiciens sont intéressés à la question. Il était clair qu'il fallait approcher le problème de cette façon et de cette façon, et ça a été un échec total. Là où il a commencé à y avoir vraiment des choses qui ont commencé à marcher, c'est le jour où vous avez des gens qui ont commencé à complètement expérimenter, en oubliant les principes de maths, en oubliant de faire les choses raisonnables, et tout d'un coup, il y a des choses étranges qui sont apparues, notamment, par exemple, avec ces réseaux. Et donc, du coup, on se retrouve avec ces objets très compliqués. Donc, maintenant, il faut pédaler derrière. Donc, pas de réponse à votre très bonne question. En attendant qu'une main se lève, je vais poser à mon tour une question. Parce qu'à partir du moment où vous avez expliqué ce principe, il faut des informations a priori, les confronter à des exemples, et ensuite les couches de neurones vont mouliner tout ça. Ces informations a priori, elles sont choisies, elles sont portées parfois par des choix qui peuvent être inconscients. Vous en avez parlé, on est tous modelés, notre esprit, par un certain nombre de stéréotypes qui peuvent être certains inconscients. Et justement, je me disais, est-ce que l'enjeu peut être aussi démocratique, sociétal, c'est que les maths nous donnent les solutions pour corriger ces biais en posant un peu de la rationalité, une méthodologie, une logique mathématique pour justement avoir des algorithmes qui ne soient plus ces boîtes noires, en fait. Oui, je pense que c'est certainement une des applications de la possibilité de comprendre les maths, c'est comme vous dites, d'être capable d'aller repérer ces biais, la nature de cette information a priori. Maintenant, on est aussi dans un monde réel, et dans le monde réel, il y a des gens qui possèdent les données, il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts économiques, et donc il y a des très grosses barrières. Donc ce problème, c'est un problème scientifique, mais c'est aussi un problème sociétal, un problème politique, un problème économique. On est actuellement dans une situation où les données sont possédées par relativement peu de très grosses entreprises. Donc tout ça sont des problèmes compliqués, mais du point de vue des maths, vous avez absolument raison, c'est un des enjeux d'accéder à ça. Oui, jeune homme. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée potentielle des ordinateurs quantiques dans plusieurs années, la compréhension des neurones informatiques pourrait dépasser celle des neurones humains? Alors, l'informatique quantique, c'est un très beau domaine qui se développe, mais pour l'instant, les capacités de calcul en termes de nombre de bits qui peuvent être exprimés avec ce type de technologie est très réduit et ça n'augmente pas très très rapidement actuellement. Il y a des grosses difficultés de physique, donc c'est pas clair pour moi du tout que ce soit l'avenue la plus rapide pour l'intelligence artificielle de se développer. Mais vous savez, sans avoir besoin d'ordinateurs quantiques, vous avez toujours un développement extraordinairement rapide des vitesses de capacité calcul. Et donc ces questions reviennent régulièrement, ils sont tout à fait légitimes sur certains problèmes. À quel moment est-ce que les ordinateurs, des algorithmes d'intelligence artificielle, seront plus efficaces que l'humain sur certaines tâches? Donc j'en ai mentionné une, par exemple la reconnaissance de visage, qui n'est pas complètement au cœur qui est importante malgré tout dans notre vie, mais qui n'est pas si fondamentale que ça. Mais ce genre de questions se pose pour les métiers. Évidemment, un des enjeux sociétaux, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un remplacement du travail, des choses comme ça. Et ça, c'est des questions légitimes, pareil. Donc, je pense que sans même penser à l'informatique quantique, on peut envisager un avenir où ce genre de questions va être très présent. Monsieur. Alors, appuyez sur le bouton rouge de votre micro. Super. Oui, c'est plus pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Je reviens sur un exemple que vous avez donné tout à l'heure. C'est le fait que le champion du monde de jeu de Go a été battu par un algorithme, donc un ordinateur très puissant, non quantique, bien sûr, conventionnel. Mais c'est surtout le fait que la solution, la stratégie qu'il a utilisée pour le faire, il l'a développée tout seul, en jouant tout seul contre lui-même. Mais pas la stratégie. Alors, c'est intéressant. En jouant tout seul, mais tout ça était d'une certaine manière
programmé, tout le système était organisé pour qu'en jouant tout seul, il développe cette capacité. Autrement dit, on n'est pas dans un exemple d'une machine qui développe des capacités surprenantes. Tout était optimisé pour qu'il puisse jouer seul, et en jouant seul, il développe ses capacités. Donc, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, la manière dont je l'ai exprimé, on peut avoir d'une certaine manière peur en se disant, mais après tout, il peut développer des capacités complètement non contrôlées. Là, en l'occurrence, non, et je pense qu'on n'est pas proche de ce genre de situation, même si il faut à un moment, j'imagine, faire... c'est-à-dire, je pense que les difficultés, c'est plutôt de contrôler la robustesse de ces systèmes, qui ne fassent pas des erreurs majeures dans des situations critiques. Situations critiques, ce serait le médical, c'est la voiture autonome, c'est un système comme ça qui guide un 747. Je ne suis pas encore certain que je monte dedans, quoi. Là-haut, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Bonjour. Dernièrement, il y a une émission qui est passée sur une chaîne publique qui met en évidence l'esclavage humain pour montrer la voie à l'IA au travers de reconnaissances diverses et variées. Et moi, je m'interroge sur les métiers, la transformation des métiers d'aujourd'hui vers les métiers de demain. Et puis aussi, est-ce que l'éducation va évoluer? Merci. Alors, ça, c'est une question aussi vraiment importante. Oui, on peut s'attendre à ce que les métiers vont évoluer. Il y aura, je pense, des remplacements de métiers, ce qui veut dire que l'éducation est absolument cruciale pour former les jeunes pour justement aller vers des métiers qui ne seront pas remplacés par ce genre de technologie. Je pense que ce qui va beaucoup se passer, c'est qu'on va se retrouver dans beaucoup de métiers en interface avec ce type de technologie, et donc il faut le comprendre, il faut le démystifier. Donc, je pense que c'est une question qui est très importante, et c'est une des raisons pour lesquelles l'investissement dans l'éducation est encore plus fondamental maintenant. Monsieur, allez-y. Oui, bonsoir. Pour mieux comprendre cette notion de neurone digital, j'aimerais savoir si on peut dire que concrètement en informatique, un neurone ne fait que stocker une ou plusieurs équations de transformation. Oui, un neurone, en fait, il y a, comme je décrivais, il y a des paramètres en entrée. Il fait un vote. Il a des entrées et il organise un vote en choisissant des poids pour donner la sortie du vote, positif, négatif, 0, où la valeur du vote est au-dessus. Donc c'est très très bête, un neurone. C'est juste une combinaison des entrées linéaires plus cette espèce de non-linéarité qui dit le vote est au-dessus de 0 ou pas au-dessus de 0. Donc a priori, on se dit avec des trucs comme ça, on ne va pas aller très loin. Ceci étant, si vous prenez une machine de Turing, vous avez des portes ou exclusifs, et avec ça, vous faites à peu près tout. Et donc c'est un peu ça la chose, c'est que c'est vraiment l'agrégation de tout ça qui donne la puissance du système. Avant que la parole soit reprise là-haut, juste une petite question, parce que il n'y a pas de question bête, n'est-ce pas? Moi, j'imagine assez, en fait, l'informaticien ou la personne qui écrit son algorithme, que l'expression ressemble à quelque chose du type si X ou si A, alors on oriente, etc. Donc pour moi, ça ressemble déjà à une expression mathématique, à une écriture mathématique. Et ce qui paraît assez dingue, c'est de se dire qu'il y a cette écriture qui me semble à moi mathématique, finalement qui va lancer un processus que mathématiquement, à un moment, nous échappe, pour sortir une réponse après qui répond à la question qui était posée initialement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a une expression mathématique au départ. Ensuite, on a ce jeu d'apprentissage où là, vous le disiez, en mathématiques, il reste une part d'incompréhension. Et pourtant, on a bien une réponse qui répond à la question posée à l'initiale. Donc, il y a une espèce de paradoxe entre deux niveaux, finalement, de mathématiques. Alors, le système est effectivement exprimé avec un programme. Donc, il y a des si, ou, if, etc. Et ensuite, vous avez les données qui rentrent dedans. Et c'est l'interface entre l'a priori, qui est assez simple, exprimée par le programme, et tout d'un coup, ces masses de données qui donnent lieu à des nouvelles connaissances. Mais ça, c'est ce qui se passe
chez nous quand on réfléchit. On a notre cerveau qui a une certaine configuration, peut avoir une certaine logique, on réfléchit, puis tout d'un coup, on est dans un environnement différent, il y a des données, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est pour ça que cette caricature de cette oscillation entre rationalisme et empirisme, en fait, il y a une synthèse au milieu qui émerge très clairement. C'est l'interaction des deux, mais comprendre cette interaction est compliqué. Ouais. Et oui. Non, mais c'est la magie, magie de tout ça. Oui. Oui, bonjour. Je me posais une question. Est-ce possible que les IA puissent muter, c'est-à-dire par des erreurs de programme ou dans une erreur de recopiage de protocole, puissent muter et soit totalement s'arrêter, ou alors muter et devenir plus performantes pour mieux différencier un chien d'un chat lors du prochain essai? Alors, totalement s'arrêter, oui, on appelle ça un bug, et ça arrive tout le temps. Donc ça, c'est la partie qui est simple. L'autre partie qui est tout d'un coup... Alors, déjà, il faudrait comprendre ce que ça veut dire que muter, parce que muter, normalement, dans le cas de la génétique, il y a un phénomène aléatoire qui fait que, clac, tout d'un coup, ça change, et puis il y a une solution qui est plus efficace et qui est sélectionnée et qui est préservée. Là, dans un système informatique, vous n'avez pas ce genre de choses. Alors, normalement, tout d'un coup, les choses ne changent pas de façon complètement aléatoire. Par contre, ce que vous pouvez faire dans un système comme ça, c'est créer une surboucle qui, d'une certaine manière, va essayer d'améliorer le système. Mais normalement, vous le contrôlez toujours. Par exemple, sur ces réseaux de neurones, comme il faut faire beaucoup d'expériences pour savoir quelle doit être la taille des couches, etc., eh bien, il y a des gens qui ont commencé à créer des programmes qui programment les réseaux de neurones. Donc, vous avez cette espèce de surcouche, puis qui essaye plein de choses jusqu'à ce que vous ayez un réseau plus efficace. Mais ça reste un programme que vous maîtrisez et qui ne mute pas. Donc, pour l'instant, ce n'est pas clair l'existence de mutations comme ça. Alors, vu que je ne suis pas un algorithme, j'ai remarqué, j'ai fait une discrimination qu'il n'y a que des hommes pour l'instant qui ont posé des questions. Et voilà, à la différence de l'algorithme d'Amazon, j'aimerais bien aussi que des femmes prennent la parole. N'hésitez pas, mesdames. Alors, monsieur ici, puis ensuite on retournera là-haut. Il y a une question qui me torture. C'est pas par rapport à Lubrizol, hein, mais dans notre histoire récente, on découvre des produits chimiques, on les utilise, on s'aperçoit après, ah bah mince, ça pose certains soucis de maladies et autres. On va peut-être voir si on peut faire quelque chose. Bon, on verra plus tard. Bon, pour l'instant, on gagne des sous, etc. Bon. Est-ce qu'on en est à préparer des sortes de garde-fous par rapport à ce genre de phénomène? Parce que si certaines sociétés utilisent ce genre de compétences sans trop savoir quand est-ce qu'il y a un bug ou quand est-ce qu'il n'y a pas de bug, les personnes qui sont à la fin de la chaîne, ils sont... Pour reprendre le cas de la justice, condamné, on ne sait pas trop pourquoi, ou finalement il y a eu un bug. Est-ce qu'il y a déjà des garde-fous qui sont en train de se mettre en place? Parce que ça fait quand même un petit peu peur. Vous avez tout garde-fous, principe de précaution aussi. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors ça, c'est quelque chose qui maintenant émerge clairement. C'est-à-dire que les gens la question se posait pas tellement tant que ces technologies n'étaient pas vraiment utilisées. Et maintenant, c'est une vraie question. Il y a des questions d'éthique, il y a des questions de garde-fous, de biais. Dès qu'on se pose la question, on les découvre. Et on en découvre absolument partout, des biais à la fois sur les données, sur la manière de programmer les choses, etc. Donc, d'un point de vue académique, c'est maintenant des activités. Il y a, par exemple, une chaire à l'école normale qui a été créée là-dessus, sur comprendre la nature à la fois les aspects éthiques, les aspects de biais, etc., c'est-à-dire d'impact sociétaux de ce genre de choses. Donc oui, c'est quelque chose d'important. Maintenant, on est encore une fois dans une situation où ce qui rend la chose pas très facile, c'est que de façon un peu plus classique, on parlait par exemple du nucléaire juste avant la conférence, eh bien souvent ce sont des technologies qui sont maîtrisées par les États, et donc du coup, il peut y avoir une forme de feedback démocratique assez direct. Là, actuellement, beaucoup de ces technologies sont très présentes dans des grandes sociétés qui développent l'essentiel de la recherche. La majorité des chercheurs actuellement qui travaillent sur ce domaine sont dans des sociétés privées, en l'occurrence les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc.
Et puis il y en a d'autres, plus petites, mais c'est quand même une majorité. Et donc, pour avoir un droit de contrôle, il faut faire une législation. Et je pense qu'il y a un enjeu de législation très important qui vient. Donc on l'a vu avec la législation européenne qui commence à arriver, mais c'est quelque chose de très présent. Par exemple, obliger le fait que de tels systèmes soient qualifiés, soient validés par un tiers de confiance. Ça, c'est quelque chose de très important. On est très loin, pour l'instant, de ce genre de loi ou d'obligation réglementaire. Donc vous avez raison de poser la question. C'est des choses auxquelles les gens réfléchissent actuellement, mais pour l'instant, essentiellement, réfléchissent. Alors, on retourne là-haut pour une question. Bonjour. Qui a inventé l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, dans sa forme classique, on l'a fait remonter aux années 50. Marvin Minsky et l'autre nom, je l'avais donné au tout début, McCarthy. Comme étant, en tout cas, c'est McCarthy qui a inventé le mot intelligence artificielle. Et donc, les années 50 aux États-Unis. Donc ça, c'est un peu le moment où il y a eu les 50, fin des années 50, 50-60. Monsieur. Oui, on a beaucoup parlé, enfin, neurones digitaux et neurones cérébraux. On entend dire aussi que les machines là, essaient de s'inspirer du fonctionnement des neurones humains. Alors, en question de biosciences, je voulais savoir quelles sont les ressemblances, quelles sont les grandes différences, et si on comprend ce qui se passe des deux côtés au bout du compte, et jusqu'où on ne comprend pas. Alors, un neurone artificiel, c'est infiniment plus simple qu'un neurone biologique. Donc, on ne peut pas associer simplement comme ça l'un à l'autre. Ceci étant, le type d'architecture et de fonctions qui commencent à émerger de ces réseaux de neurones artificiels, les gens de plus en plus font des recherches pour voir l'existence ou pas de similarité dans les systèmes humains, par exemple dans le système visuel, et on en trouve beaucoup. On découvre que, par exemple, les premiers filtres qui sont appris, qui en l'occurrence ressemblent à ces petites ondelettes que j'ai montrées, eh bien, on les retrouve dans le cortex visuel, on les retrouve dans le cortex auditif. On voit apparaître des phénomènes d'invariance qui sont similaires. Ces réseaux sont utilisés pour faire maintenant des modèles des capacités de plus haut niveau du cerveau, etc. Donc, on voit de plus en plus de similarités. Donc, actuellement, c'est un peu utilisé comme un modèle. Évidemment, la difficulté, c'est qu'on ne comprend pas le cerveau, on utilise des réseaux neurones artificiels qu'on ne comprend pas non plus. Donc, l'un plus l'autre, ce n'est pas très clair qu'on comprenne beaucoup mieux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de similarités. Alors, on retourne là-haut. Bonjour. Bonjour. Alors, on a cette utopie qu'à terme, l'intelligence artificielle va nous aider dans à peu près tous les domaines de la vie. Et vous nous avez dit en introduction que si on aimait les maths, c'était un domaine d'avenir. Par rapport à ça, j'aimerais demander à venir sous quelle échéance, parce que d'un côté, il y a les quantités astronomiques d'informations et d'énergie que ça demande. Je pense par exemple aux superordinateurs de Google qu'ils avaient créés pour AlphaGo et AlphaZero. Et de l'autre côté, les impératifs écologiques qui vont nous arriver dessus dans les 50 années à venir, manque de terres rares, manque de ressources, etc. Comment est-ce que tout ça se concilie, et est-ce que c'est pas quelque part vain? Est-ce qu'on va pas arriver à un moment où ça va devoir être coupé et court? Est-ce qu'on arrivera à un résultat, quoi? Alors, ça c'est le problème de l'utilisation de la technologie, et vous pouvez l'utiliser d'un côté pour quelque chose qui va être positif, ou par l'occurrence, si vous regardez les problèmes énergétiques, vous avez des problèmes d'optimisation, de répartition sur la grille pour essayer d'utiliser moins d'énergie, de mieux répartir les choses. Et là, la technologie peut aider pour les ressources énergétiques alternatives, notamment pour les gaz à effet de serre. Là aussi, vous pouvez avoir en tout cas, c'est
une des approches, c'est d'aller regarder du côté de ces solutions technologiques. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va être un outil important pour ça? Ça, j'en sais rien, mais je suis moins pessimiste que vous. Et en l'occurrence, c'est intéressant parce que quand on pense, par exemple, au problème de l'intelligence artificielle et qu'on se pose la question qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, assez systématiquement, on arrive au scénario noir, les machines vont prendre le pouvoir, etc. Un peu comme, imaginez-vous, 1945, fin de la guerre, vous avez eu la bombe nucléaire qui a explosé, et vous posez la question, j'en ai pour combien de temps pour vivre en Europe? Pas plus que 20 ans, 30 ans, parce que tous les 20-30 ans, il y avait une guerre majeure en Europe. Et guerre majeure avec la puissance nucléaire, ça veut dire essentiellement destruction de l'Europe. Et en l'occurrence, il n'y a pas eu de guerre depuis 1945. Donc il y a une capacité d'adaptation. Ça veut dire que quand on se projette dans l'avenir tout droit, on arrive au scénario catastrophe. Et là, c'est là où vous-même et vos amis autour de vous, vous avez un rôle, c'est-à-dire d'infléchir cette trajectoire et de comprendre comment rendre le système adaptatif et que ces technologies ne nous emmènent pas au mur. Alors, il est déjà 21h30, on se prend peut-être encore 5 minutes, on essaye toujours de finir à l'heure, mais alors là-haut, allez-y. Alors, je ne sais pas où est le micro, mais voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si, par exemple, l'IA, l'intelligence artificielle, par exemple du cerveau, reconnaissance faciale et tout, mais est-ce qu'elle aura tout ce qui est sensation, autonomie et sentiment? Alors, c'est important. Effectivement, les machines n'ont pas de sentiment, ça c'est clair. Par contre, vous avez des systèmes qui apprennent à reconnaître votre sentiment. Et donc, ça veut dire que vous commencez à avoir des petits robots, notamment qui ont été utilisés à l'hôpital, comme des petits pingouins super mignons, qui peuvent reconnaître un peu votre état et puis s'adapter en bougeant d'une manière ou d'une autre et vous rassurer. Donc, ça, ce qui est compliqué, c'est un peu comme un animal, ce genre de choses. Vous projetez vos propres sentiments et vous imaginez qu'il a des sentiments. Dans le cas d'un animal, c'est très très probablement le cas. Dans le cas d'un robot, en fait, on s'est rendu compte, on fait exactement la même chose. On projette, on a l'impression qu'il a des sentiments, il n'a pas de sentiments, mais par contre, comme il répond à vos propres sentiments, vous vous engagez dans une espèce de conversation sentimentale qui fait que pour vous, ça ne fait pas de différence. Donc la réponse, c'est ils n'ont pas de sentiments, mais vous pouvez avoir l'impression qu'ils en ont. Alors, il y a encore 2 questions, une par ici, puis le monsieur tout en rouge sur la droite. Allez-y. Bonsoir. Alors j'ai une question un peu naïve. En fait, j'ai l'impression que les domaines d'application de l'intelligence artificielle sont surtout pour le domaine de l'analyse, où finalement, reconnaissance faciale, c'est de l'information que nous, en tant comme on a déjà, ou on peut déjà l'avoir. Et un autre aspect de l'intelligence humaine, c'est également la création. Est-ce que il y a des applications, entre guillemets, créatives de l'intelligence artificielle? Alors, oui, ça c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'en l'occurrence, dans le domaine des arts, alors c'est des applications que je n'ai pas montrées, mais par exemple pour des synthèses d'images. Vous avez des systèmes comme ça maintenant qui sont capables d'absorber des énormes bases de données d'images et générer du même image, du même type ou d'un type différent. Et donc, par exemple, vous avez des images de tableaux de Picasso, de Van Gogh ou autres, et vous refait des images de Van Gogh ou de Picasso. Là, vous allez dire, c'est pas très créatif. Mais ensuite, on peut faire des styles qui sont différents. En fait, si vous pensez, ça va être quoi la nature de la créativité? C'est le hasard. Je ne dis pas dans le cas humain, mais dans le cas des machines. C'est-à-dire, vous avez des systèmes de générateurs de hasard qui fait que la machine se retrouve dans une configuration nouvelle et va produire quelque chose de nouveau. Donc vous lui donnez au départ une base de données d'images, par exemple de peinture, et à cause de ce système de production de hasard, ça vous produit des nouvelles peintures, et ensuite vous avez un système par renforcement où vous allez dire « Ah, ça j'aime bien » ou « ça j'aime pas », et hop, elle se spécialise, etc. Donc je ne pense pas que la créativité soit une barrière, d'autant plus que je pense que le hasard a aussi
un rôle très important dans nos propres capacités de créativité. Quand j'appelle le hasard, c'est les rencontres, c'est tout ce qui vient un peu de l'extérieur, de l'espèce d'altérité. Et ça, d'une façon beaucoup plus simpliste, on peut le créer. Et donc, en tout cas, on voit émerger. Alors, si vous prenez l'exemple du jeu de Go, le jeu de Go, il y a des stratégies totalement nouvelles qui sont apparues. Donc, en ce sens, complètement créatif. Le cas du jeu d'échecs est encore plus spectaculaire. Le jeu d'échecs, d'une certaine manière, a été partiellement révolutionné. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies maintenant de sacrifice qu'on n'imaginait absolument pas, qui sont utilisées. Donc, c'est des créations de nouvelles stratégies. Et puis moi, j'avais lu un article sur une œuvre musicale écrite par une intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si c'était plus du buzz ou pas, mais en tout cas, voilà, il y avait oui, non, mais qui ça, avait été... tout à fait. Monsieur, ça sera la dernière question. Alors l'avant-dernière, parce qu'enfin une femme ose prendre la parole, comme ça on conclura là-dessus. Allez-y, monsieur. Merci. Je vous remercie, professeur, pour votre présentation. Donc, si je peux me permettre deux questions, une un petit peu technique. Donc, en fait, les réseaux de neurones, c'est des méthodes qui sont apparues une 50 années derrière nous. Donc, aujourd'hui, on voit le retour en force de ces méthodes dans l'intelligence artificielle, évidemment avec l'apprentissage statistique. Et ma question, en fait, c'est quel est le rôle de l'apprentissage statistique et la différence, en fait, avec le deep learning, enfin, ce qu'on appelle apprentissage profond. Et la deuxième question, qui est un petit peu sociétale aussi, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut finalement innover? Est-ce que peut faire de l'innovation scientifique et technologique? Merci. Merci à vous. Alors, sur la première question, vous avez tout à fait raison. Ce sont des technologies assez anciennes et que les gens regardaient de façon méprisante, c'est trop fort, mais on se disait ça ne marchera jamais. J'en faisais partie. Je veux dire, vous avez des systèmes qui ne marchaient pas très bien et en plus, on ne comprenait pas pourquoi ils ne marchaient pas très bien. Donc, l'intérêt est limité. Puis tout d'un coup, vous avez vu ces systèmes marcher très bien. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Capacité de calcul, quantité de données, ça a été fondamental. Et du fait de ces capacités de calcul, quantité de données, les algorithmes se sont raffinés. Mais le point vraiment déclencheur, ça a été technologique, ordinateur, masse de données qui sont apparues. Alors ensuite, est-ce que ces techniques peuvent être innovantes en sciences? En tout cas, elles sont de plus en plus utilisées maintenant pour des activités scientifiques. Alors ça ne veut pas dire que c'est un système d'intelligence artificielle qui va vous découvrir de la physique. Non, en tout cas, on en est très très loin. Par contre, il y a maintenant de plus en plus de physiciens qui utilisent ça comme des outils pour faire des modélisations différentes, pour accéder à des propriétés de la physique qui sont différentes. C'est une espèce de boîte à outils nouvelle que les scientifiques maintenant utilisent. Mais à la réponse, est-ce que c'est à la source, en tout cas ce n'est certainement pas à la source actuellement de créativité au sens où un système comme ça créerait par lui-même de la science, est-ce que ça pourra l'être? Ça, difficile de répondre. Il faut des points d'interrogation. Madame. Oui, bonsoir. Alors en fait, ce n'est pas une question, c'est un petit peu pour sauver les femmes sur les interventions. En fait, j'ai entendu à la radio récemment, donc une femme a fait traduire Hamlet de William Shakespeare par Google. Je vais juste vous donner ce dont je me souviens, c'est la traduction donnée par Google pour Hamlet, Jambon laissé. Donc elle a écrit un livre, elle a donc écrit le livre de toute la traduction, et une compagnie de théâtre s'est emparée de ce texte pour monter un spectacle. Comme quoi, le non-sens, voilà. Absolument, le non-sens existe et est très fort sur ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, probablement, vous mettez Hamlet sur le système Google, il ne fait plus d'erreur, parce que ça a été rétabli. Donc. Eh bien, merci à vous toutes et tous. Merci Stéphane Mallard. Merci beaucoup.